récapituler sur ce qu'on a vu jusqu'à présent avant de continuer cette séance. Oui. Prenez place s'il vous plaît. Alors, dans le cadre de l'étude de l'introduction à l'étude de droit, s'il vous plaît. On commence. Messieurs et dames. Alors, on a commencé par une introduction générale qui concerne notre contrat pédagogique, la méthode dans laquelle on aimerait travailler. Après, on a essayé de définir les termes, introduction et étude des droits. D'accord ? Chaque thème et après l'ensemble. Après, on est passé à adopter un plan d'études, donc le droit subjectif et le droit objectif. Donc on a commencé par le droit objectif pour des raisons méthodologiques et on l'a défini comme étant l'ensemble des règles pour l'organisation sociale. Donc après on est passé à étudier la règle de droit. On a défini la règle de droit et on a établi les caractères de la règle de droit. Après, on a comparé la règle de droit aux autres règles de la conduite sociale, à savoir la religion, les mœurs, la morale et autres. On a étudié les branches de droit, ou bien les matières de droit, dans les deux grandes familles, droit public et droit privé. Et on est en train d'étudier maintenant notre chapitre section qui concerne les sources de la règle de droit. Alors on a adopté une classification de sources directes et sources interprétatives. Donc on a dit qu'on va parler dans les sources directes de la loi, en grand L, et de la coutume, et dans les sources interprétatives de la jurisprudence et de la doctrine. En étudiant la loi, on a donné deux significations, bien un sens large et un sens restreint. La loi, dans son sens large, c'est l'ensemble des dispositions qui soient hiérarchisées, dans la hiérarchie supposée de Kelsen. Donc, on a parlé de la Constitution, de la loi parlementaire et du règlement. D'accord ? Dans le sens restreint de la loi, donc c'est la loi qui émane, c'est le texte législatif qui émane du Parlement. D'accord ? Alors, qui nécessite d'être étudié et d'être différencié du règlement. On s'est arrêté la dernière séance sur les trois pyramides, la pyramide des normes et la pyramide des juridictions et la pyramide des institutions, ça veut dire la norme, l'origine de la norme et le contrôle de cette norme. Vous vous rappelez des pyramides, les trois triangles? Alors on avait dit que la Constitution, c'est la nation qui l'adopte. On a les lois parlementaires, c'est le Parlement qui les adopte. Et on a les règlements, et c'est le gouvernement qui les édite. On a dit qu'il y a un contrôle de conformité de différentes lois selon leurs différents degrés à la hiérarchie des normes. Donc la loi doit être conforme, et les lois doivent être conformes à la Constitution, les règlements doivent être conformes à la loi. Pour ça, on a donc la Cour constitutionnelle qui contrôle la conformité des lois au règlement, un contrôle automatique des lois organiques et un contrôle provoqué des lois ordinaires. Et on a les tribunaux administratifs qui contrôlent la légalité des règlements. D'accord ? Et ce règlement, on a vu qu'il y a deux voies de contrôle, l'exception de l'illégalité et le recours en annulation pour excès de pouvoir. Et il y a maintenant donc, le comportement des sujets de droit qui doit être conforme aux différentes lois, règlements, et c'est les tribunaux de droit commun, selon leur spécificité.
l'électricité, on va le voir dans une séance sur l'organisation administrative, donc les tribunaux administratifs, sur l'organisation juridictionnelle, pardon. Donc, les différentes juridictions et leur degré et la logique derrière. D'accord? Oui. Alors maintenant, on va se focaliser sur la loi en la comparant au règlement. Alors la loi, comparée au règlement, la loi est parlementaire, le règlement est gouvernemental. Alors on peut distinguer entre loi et règlement selon leur origine. Alors la loi parvient du Parlement, alors que les règlements, donc, ils parviennent du gouvernement. D'accord? Ils sont aussi comparables à travers leur domaine. Alors le Parlement, il n'a pas à édicter n'importe quelle mesure, mais il a un domaine spécifié par la Constitution. Alors la Constitution du Royaume de 2011 a élargi le domaine de compétence de la loi par rapport à la Constitution de 96. Donc il y avait 7 ou 8 éléments du domaine de la loi dans la Constitution de 96. Maintenant on a plus qu'une vingtaine. À titre d'exemple, par exemple, les peines et les crimes. Qui établit les peines et les crimes? C'est la loi, ce n'est pas le règlement. Ça veut dire, c'est pas, donc l'harcèlement sexuel. Il n'était pas sanctionné pénalement au Maroc. Après un mouvement politique, il y avait lieu d'édicter une loi pour incriminer ce genre de comportement. La société marocaine n'en veut plus et déjà je deviens dérangeant. Alors, qui a droit à adopter des mesures législatives ou bien des dispositions qui incriminent ce comportement? Normalement, donc, les crimes et les peines et leurs sanctions, ils sont du domaine de la loi. Ça veut dire que c'est le Parlement qui peut en édicter. Le gouvernement ne peut pas dire que ce comportement-là est incriminé. D'accord? Parce que le domaine de la loi est exclusif au Parlement. Et c'est la Constitution qui détermine que les peines et les crimes sont du domaine de la loi. Ça veut dire que c'est le Parlement qui peut en décider. D'accord? La fonction publique et ses règles, donc c'est le domaine de la loi. Donc la loi de finances, c'est le domaine de la loi. Plusieurs dispositions, donc dans la Constitution, on détermine donc, que ça fait partie du domaine de la loi. Ça veut dire que ça doit être à travers une loi parlementaire. Le reste est du domaine du règlement. Et là, c'est ce qu'on appelle donc un champ ou bien un domaine établi par négation. La Constitution du Royaume nous dit il est du domaine de la loi 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 matières. Ce qui n'est pas mentionné sera donc par défaut du domaine du règlement. D'accord? Bon. Alors donc les règlements ils sont là pour l'application des lois selon le domaine spécifié par la Constitution et tout ce qui n'est pas ce qui ne relève pas du domaine de la loi, elle est du domaine du règlement. Vous avez compris cette règle? Très bien. Alors maintenant, quelles sont les conséquences et comment on les interprète? Comment on légitime ce constat et comment il peut être interprété et comment il est exercé? Pour revenir en arrière un peu dans l'histoire. Alors ce qui est du domaine de la loi dans la Constitution 2011 n'en faisait pas en grande partie du domaine de la loi de la Constitution 96. Donc, il faisait partie du domaine du règlement. Et c'est ce qui a fait que donc, on constatait et on ressentait à l'époque qu'il y a une grande emprise du gouvernement. C'est comme si le gouvernement a plus de compétences que le Parlement. La logique des choses fait ressortir que c'est le Parlement qui incarne la volonté de la nation, ça veut dire la souveraineté nationale,
Mais, lorsqu'on passe au détail, on constatait, sous l'égide de la Constitution 96, que c'est le gouvernement qui est compétent dans plusieurs matières. Et c'est lui qui établit par règlement les normes ou bien le dispositif normatif dans plusieurs matières. Maintenant, avec la Constitution 2011, on a essayé d'élargir le domaine de la loi. Mais il reste que l'approche en elle-même favorise un peu le pouvoir exécutif. Parce que ce qui n'est pas du domaine de la loi, il est du domaine du règlement. Et ça laisse la main libre au règlement, donc au gouvernement, d'édicter les normes par le biais de règlements. D'accord? Alors, cela peut trouver une explication, bien un justificatif. C'est un justificatif dans la structure de la démocratie et une autre dans le pragmatisme de l'exécutif. Alors, de un, on peut dire que le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire. Donc déjà, ce gouvernement-là, dans le processus démocratique, donc, il n'est pas parachuté, donc il ne vient pas de nulle part, mais il représente donc, la majorité au sein du Parlement. Donc c'est les partis en coalition, ou bien les partis majoritaires au sein du Parlement, qui auront la présidence du gouvernement et qui vont constituer ce gouvernement. Donc ce gouvernement est appuyé par une majorité parlementaire, ce qui lui donne cette légitimité de proposer donc, des projets de loi pour être adoptés ou bien de gérer directement à travers des règlements. Donc sur le plan démocratique, on peut l'accepter. Donc la norme, il ne vient pas de nulle part, il vient aussi de la volonté du peuple, parce que ces gens-là, ils sont votés par le peuple, même si certains gouverneurs, donc certains ministres n'étaient pas élus au Parlement, mais ils sont choisis par le parti majoritaire ou bien les partis majoritaires au Parlement. Donc le deuxième, c'est pragmatiquement, qui est sur le terrain de l'exécutif, de l'exécution en matière de l'enseignement par exemple. Comment on peut savoir qu'il y a un problème de compensation de modules pour les étudiants en université si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas sur l'exécutif? Alors là, donc on a des statistiques et on constate que plusieurs étudiants passent plus que 3 ans dans le cycle de la licence par exemple, et ils ont à refaire toute une année supplémentaire parce qu'ils ont 1 ou 2 modules. Alors c'est à travers ce constat-là, constaté sur le terrain, qu'on peut proposer de modifier les règles et de dire voilà, donc il faut permettre plus de modules additionnels. Alors là, donc si on n'est pas sur le terrain, on ne saura pas quelles règles il faut modifier. Donc c'est l'exécution qui permet d'avoir un feedback, qui permet d'avoir une expérience pour justifier la proposition d'amendement ou de changement de la loi. Donc le gouvernement a cette argumentation pragmatique, pratique, qui lui donne un peu un privilège pour la proposition, pour l'initiative de loi, à travers des projets de loi. C'est à travers l'exercice qu'on dit qu'on propose un projet pour amender la loi. Donc, deux sources de légitimité pragmatique et démocratique du travail du gouvernement pour édicter des normes sous forme de règlement. La Constitution établit le domaine de la loi et laisse donc le champ du règlement ouvert. Tout ce qui ne fait pas partie du domaine de la loi et du domaine du règlement, ESD. D'accord? Très bien. Maintenant, il y a lieu de voir quel est le processus de l'adoption d'une loi. Alors, dans l'acte
comment parvient-on à adopter une loi jusqu'à son extinction? Alors, ces deux termes, en droit, on utilise le mot adoption de la loi et abrogation de la loi. Alors, je vais mettre adoption ici. Alors, quand est-ce qu'une loi entre en vigueur? Eh bien, on dit entrer en vigueur. Alors, le cycle de vie d'une loi. La loi, on a dit, c'est un résultat. Il parvient d'un processus. Un processus qui est codifié selon une logique donnée et la structure politique, donc le régime politique de l'État. Alors, ça commence à travers soit une pratique qui va faire ressurgir un besoin, donc pour parler dans votre langage économique, donc, la loi émane d'un besoin. Un besoin social et économique. On a beaucoup de conflits, donc de problèmes sociaux, de débats autour de l'harcèlement. Alors il faut intervenir pour ne pas créer de la zizanie et de désordre dans la société. La société civile, donc les féministes qui se manifestent, des disputes par là, donc des actions juridictionnelles par-ci, un débat, un militantisme, des manifestations. Alors on dit, mais attendez, la loi elle est là pour l'ordre social. Maintenant on ressent une perturbation dans l'ordre social. Il y a lieu d'agir à travers le processus de l'adoption de la loi. Alors soit c'est le gouvernement qui va dire, attends, on va initier une loi, ou bien c'est des parlementaires qui vont faire l'initiative. Et là, on parle d'une première étape que j'appelle l'initiative de loi. Alors, l'initiative de loi. Qui a le droit d'initier ce processus de l'adoption d'une loi? Alors au Maroc, on va prendre le cas normal, donc d'une loi parlementaire. Alors soit c'est le gouvernement, à travers les plaintes qu'on a plusieurs plaintes à travers le Maroc, à travers les juridictions, le ministère de la Justice, contre l'harcèlement. Alors on se dit, mais maintenant ça devient un perturbateur de l'ordre social. Et on a donc plusieurs rapports du ministère de l'Intérieur qu'il y a des manifestations à Tchaloudane, à Tanger, à AA. Donc, alors maintenant, il nous faut un ordre. Donc, comment le faire? Donc c'est à travers une loi. Alors on va initier un projet de loi pour faire face à ce problème. Donc ce serait un projet de loi d'amendement de la loi pénale pour incriminer le harcèlement subtiel ou bien toute violence envers la femme. Alors, et on appelle cette initiative, c'est lorsqu'il parvient du gouvernement, on l'appelle un projet de loi. Donc ça serait un projet. Alors l'initiative, s'il parvient du gouvernement, c'est un projet. Alors ce projet de loi, il va être soumis au débat au sein du Parlement. Alors maintenant, le gouvernement est un gouvernement islamiste, il ne veut pas entendre de ça, donc c'est un tabou ou bien autre, ou bien c'est un gouvernement de gauche et il considère ça comme une liberté, peu importe. S'il ne veut pas prendre d'initiative, les parlementaires
peuvent le faire. Et là, donc un groupe parlementaire, au sein du Parlement, on est organisé en groupe. En nombre, un certain nombre constitue un groupe parlementaire, alors ils peuvent proposer. Le gouvernement est majoritairement, c'est pas, le Parlement est majoritairement islamiste, donc un peu conservateur, et sur revendication plus libérale. Les libéraux ou bien les socialistes dans un Parlement sont une minorité. Ça ne veut pas dire qu'on va se fier à la dictature de la majorité. Donc la minorité aussi a un pouvoir de proposition. Alors ce serait donc des parlementaires qui vont proposer une loi. Et on l'appelle une proposition de loi. Alors, donc on a deux initiatives possibles, un projet de loi ou une proposition de loi. D'accord? Alors, dès qu'on dit projet de loi, ça veut dire qui l'a fait? Le gouvernement. Si je dis proposition de loi, ça veut dire un parlement. D'accord? Alors, c'est tranché. On a dit qu'il n'y a pas de synonymie. Ne me dites pas une proposition du gouvernement. Il n'y a pas de proposition du gouvernement. C'est une initiative du gouvernement, c'est un projet. Il n'y a pas de projet du Parlement. Donc, si c'est une initiative d'un groupe parlementaire, c'est une proposition. C'est comme ça qu'on distingue entre les deux. Et il suffit donc maintenant de dire, regardez qu'est-ce qu'on fait maintenant. On construit des concepts. D'accord? Comment on construit des concepts? À travers une structure. Alors, dans notre contexte, on a dit maintenant, dès que je vous dis projet, automatiquement, c'est un gouvernement qui a fait une initiative de loi. Dès que je dis proposition de loi, donc il faut que ça soit automatique dans votre esprit. Donc proposition, donc ce sont des parlements, un groupe parlementaire qui proposent. D'accord? Donc, alors les termes, ils renvoient directement à un concept. Bon, ils font la proposition. Alors que l'initiative soit parlementaire ou à travers une proposition ou gouvernementale à travers un projet, elle doit être soumise au débat à travers le secrétariat, donc du gouvernement, qui va enregistrer pour la soumettre au débat au sein du Parlement. Alors au sein du Parlement, on a organisé. Il y a des comités parlementaires. Parmi les comités parlementaires, celle qui nous intéresse à ce propos, c'est le comité des législations. D'accord? Alors, il y a un comité spécialisé au sein des parlementaires, constitué par des parlementaires, dont la mission est d'examiner toutes les initiatives de loi. Donc, au lieu de réunir tous les parlementaires pour débattre, donc, c'est une commission, c'est un comité chargé donc, des législations qui va examiner le texte, la proposition, qui va le débattre, qui va en émettre des avis, des rapports, ainsi de suite. Donc, on va prendre son temps à travers des rapports écrits, un débat public, avant de soumettre le texte à un débat public et dans une séance plénière. D'accord? On rassemble tout le monde. Donc, cela va prendre du temps. On va faire une première réunion, une deuxième du comité, donc un rapport, et on décide de se mettre. Alors, au Maroc, on a un parlement bicéphale. Ça veut dire deux chambres. Oui? Alors, au sein de la première chambre, on va examiner l'initiative, la proposition. Alors, c'est le Parlement. Il est constitué de deux chambres. La Chambre des représentants
et la Chambre des conseillers. D'accord? Alors, au sein de la Chambre, on a un comité de législation. Il va examiner, il va soumettre le texte au Parlement pour un débat et un vote. D'accord? Est-ce que vous voyez que le problème de la violence envers la femme est très omniprésent? Donc, comment en faire face? Est-ce qu'il y a une tendance vers une sanction plus sévère ou bien une tolérance? Est-ce que ça sera une sanction privative de liberté ou bien... Donc, alors le texte, au cours du débat, on va proposer des amendements. Ça veut dire des modifications. Jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Donc maintenant on a débattu et on a voté. On va voter le texte. Le texte doit être voté à la majorité. Majorité, ça veut dire 50 plus 1. 50% plus 1. Plus une personne. Alors une fois voté, on va le renvoyer à la Chambre des conseillers. Alors pareil, la Chambre des conseillers, on a un comité de législation qui va examiner le texte, qui va en écrire des rapports, qui va le débattre, qui va proposer des modifications. Après ça, on va le soumettre à une séance plénière pour débat et vote. Et là, on va faire un débat et un vote. Alors, il se peut que, bon, dans le cas le plus optimiste, donc, pour être rapide, donc le roi a recommandé par exemple une modification de la loi pour permettre le retour du Maroc à l'Union européenne, à l'Union africaine. Pardon. Alors on a soumis le texte, on l'a voté, on l'a envoyé au Chambre des conseillers, on l'a voté dans les mêmes termes. Dans les mêmes termes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de modification. Très bien. Une fois voté, donc on va dire que le Parlement marocain votait ici dans les mêmes termes. Donc le Parlement marocain a adopté la loi. Donc elle est votée au Parlement. On va la renvoyer, oui, sera renvoyée au roi pour ratification. Après, il sera publié au bulletin officiel. Je rappelle. Oui, alors la naissance d'un bébé, c'est 9 mois. D'une loi, ça peut être plus ou moins, ça dépend. Donc, mais c'est un processus. Et on doit le suivre. C'est une proposition de parlementaire ou bien une initiative. Projet gouvernemental, proposition parlementaire. Maintenant, je ne vais plus dire projet parlement ou gouvernement. Projet, proposition. Une fois que je dis projet, gouvernement. Proposition, parlement. D'accord? Alors, regardez maintenant le mot, le terme proposition. Ce n'est pas ce que vous avez en langage usuel. D'accord? Dans ce contexte-là, une proposition, ça veut dire une initiative de loi faite par un groupe parlementaire. On a donné un nouveau concept au mot proposition. Alors, la proposition de loi est une initiative de loi faite par un groupe parlementaire. Proposition de loi. Une proposition de loi est une initiative de loi faite par un groupe, pas des parlementaires. Alors si l'initiative est faite par le gouvernement, c'est un projet.
On construit des concepts. Alors c'est ce que j'entends dire par un terme et un concept. Parce qu'on parle d'un concept, ça veut dire un sens donné à un terme dans un contexte. Et lorsqu'on dit définition conceptuelle, ça veut dire ce terme-là, quel est son sens dans ce contexte-là. Et dans la définition, on a dit qu'il faut parler de la définition linguistique, conceptuelle et doctrinale. Donc, très bien. Alors, revenons. Donc, proposition, secrétariat du gouvernement, on renvoie Parlement, donc, comité législatif, débat et discussion. On va le soumettre à une séance plénière, débat, discussion et vote. Une fois voté dans la première chambre, on l'envoie à la deuxième chambre. Même processus, comité, séance plénière, débat, discussion, vote. Si c'est voté dans les mêmes termes, donc c'est dans le cas le plus optimiste, on va renvoyer au roi. Donc le roi va examiner, on a un cabinet royal, il va examiner, il va ratifier dans les meilleurs des cas. Donc ratifier, ça veut dire il va signer et l'envoyer au bulletin officiel pour être publié. Donc publié, il entre en application si on n'a rien dit. Alors dans chaque étape de ces étapes, il y a des probabilités différentes. On a dit que le droit est un champ de probabilité par excellence. Si x supérieur à 0, si x est inférieur à 0, si x est égal à 0. Maintenant, posons la probabilité. Si le Parlement ne vote pas, s'il refuse le texte, donc on doit revenir à la proposition. Alors ceux qui ont proposé, ils doivent refaire le texte. Un projet de loi qui n'est pas voté, donc on doit revenir, le gouvernement doit le modifier. S'il n'est pas voté, on doit savoir pourquoi. Alors, on a discuté, on a vu que les peines prévues pour ne sont pas, dans le cas de l'harcèlement, donc ne sont pas aussi protectionnistes. Et on veut que ce soit vraiment des peines pénales pour dissuader tout un chacun de porter violence, ou bien donc, pour sanctionner sévèrement la violence envers la femme. Donc on n'a pas voté, on doit revenir. Alors le gouvernement maintenant a intérêt à modifier le texte pour que ça soit pour qu'il puisse mettre de l'ordre. D'accord? Alors maintenant, il y a une petite rivalité aussi, même avant, entre les projets de loi et les propositions de loi. Le gouvernement ne veut rien faire, bien n'a pas réagi, les parlementaires vont proposer. Mais une fois qu'ils ont proposé, et si on recourt aux parlementaires pour proposer, ça veut dire que la majorité, qui est représentée par le gouvernement, n'a pas réagi ou bien n'a pas réagi suffisamment. Alors, les parlementaires qui proposent sont souvent la minorité de l'opposition, parce que c'est la majorité qui gouverne. Donc la majorité aura une petite jalousie. Et il va dire, attendez, donc c'est une proposition, mais nous on est sur le terrain, puisque nous avons un gouvernement qui exerce, et nous avons plus de statistiques et de données qui concernent la violence envers la femme au Maroc. Donc on demande de retirer la proposition parlementaire, nous allons proposer un projet. D'accord? C'est pourquoi donc, la quasi-totalité ou bien la majorité des textes débattus au Parlement, ce sont des projets et non des propositions. Ce sont des projets de loi et non des propositions de loi, parce que la majorité qui gouverne, donc le gouvernement est constitué de la majorité, donc et c'est eux qui ont qui sont sur le terrain, donc ils se disent, pragmatiquement parlant, ils sont plus habilités à faire ce genre d'initiative. Donc ils vont demander de retirer la proposition pour proposer un projet. Donc qu'il soit proposition au projet, s'il n'est pas voté, donc on doit revenir pour changer le texte. Donc s'il est voté, on doit passer à la deuxième chambre. Alors la deuxième chambre, il va voir autrement.
il va dire, mais attendez, si on va sanctionner cette violence-là, donc ça va être un peu, je ne sais pas, ça va perturber l'autre, ça va avoir un impact négatif, donc on aimerait changer. Ils vont proposer des modifications au texte. Prenons un exemple concret. Là, par exemple, on va dire que la sanction est de 3 mois de prison à 1 an. D'accord? Et là, on va dire que non, ce n'est pas suffisant. On aimerait bien que ce soit de 1 à 3 ans. Alors là, on a un vote ici selon une forme et un vote ici qui est différent. On a modifié. Alors ça passe pas. Ce qu'on doit faire, on doit revenir avec cette modification adoptée par la Chambre des conseillers. On doit renvoyer le texte à la Chambre des représentants pour valider les mêmes propos, le même texte. Maintenant, donc la Chambre des représentants va dire mais non, attendez, 3 ans, c'est beaucoup. Oui, d'accord, on est d'accord pour le principe d'être plus sévère, mais pas jusqu'à 3 ans. On va dire de 1 à 2 ans, ou bien de 6 mois à 2 ans. De 3 mois à 2 ans. Oui, d'accord, on a élevé, donc, mais ce texte-là, ce n'est pas le texte qui a été voté par la Chambre des conseillers. La Chambre des conseillers a dit 1 à 3 ans. Maintenant, on a fait une modification et on a voté 3 à 2 ans. On doit revenir à la Chambre des conseillers pour valider. Alors, d'accord, on accepte la borne supérieure qui est 2 ans, donc c'est un peu sévère, mais 3 ans, donc les juges maintenant, ils vont avoir tendance à toujours appliquer la sanction la moins grave. Ah non, au moins ces 3 ans, il faut la rendre 6 mois. Et ils votent peut-être 6 mois à 2 ans. Maintenant, ce qui est voté, c'est 6 mois à 2 ans, on doit revenir à la Chambre des représentants pour valider les 6 mois. Alors la Chambre des représentants, il va dire, bon, d'accord pour les 6 mois, mais on va ajouter une amende. Parce que si ce n'est pas aussi grave, c'est juste un mot balancé donc, dans la rue, donc 6 mois c'est beaucoup. Donc on va dire 6 mois ou une amende de 1000 dirhams. Parce que si ça ne mérite pas l'emprisonnement, on passe à l'amende. Et on doit donner au juge la faculté de choisir entre les deux selon la situation. Est-ce que c'était vraiment une violence ou bien donc, quelque chose à laquelle on s'est habitué et on veut maintenant la considérer comme violence? D'accord? Bon, s'ils ont ajouté, donc on doit revenir encore à la Chambre des représentants. Alors cette situation-là, on appelle la navette des lois. Alors la loi ici, il va faire une navette entre les deux chambres et super de temps. Alors pour ne pas être dans cette situation de va-et-vient, on va dire attendez. Au lieu de changer et de nous renvoyer le texte, constituons un comité paritaire. Ça veut dire nous sommes un seul parlement. Oui, on a 2 chambres, mais essayons de démanteler cette frontière entre les 2 chambres. On va constituer un comité paritaire où il y a des représentants et des conseillers. Ils vont se mettre d'accord sur une même forme. Donc maintenant 6 mois à 2 ans, de 6 à 18 mois, et amende de 1000 à 10 000 dirhams. Maintenant, ils se sont mis d'accord sur le même texte, ils vont le soumettre à la Chambre des représentants sans débat, pour le seul vote, oui ou non. Une fois voté, on passe à la deuxième chambre, on va voter sans discussion, sans débat, oui ou non, parce qu'on a un comité paritaire qui a débattu le texte et qui s'est mis d'accord sur
une formule donc, consentie. Une fois donc, soumise, donc, on vote. Si on le refuse, il est refusé. Donc si on l'accepte, deuxième chambre l'accepte, on l'envoie pour ratification au cabinet royal. Maintenant, le roi, est-ce qu'il est toujours obligé de ratifier les lois parlementaires? Alors le roi n'est pas satisfait, il voit que le texte n'est pas aussi fort qu'il le faut. Et nous voulons s'ouvrir sur le monde, la tolérance, et donc on doit être en conformité avec les principes de ce qui se passe dans le monde. Alors la violence envers les femmes, donc, ce n'est plus toléré. La domination, toute cette culture qu'on a héritée, donc n'est pas acceptée au XXIe siècle, ni par rapport à nos partenaires. Et il n'est pas de l'intérêt du royaume de rester dans son temps conservateur. Alors le roi a la possibilité de demander une deuxième lecture d'une loi. Il reçoit le texte et dit non, je ne suis pas d'accord. Il va le renvoyer au Parlement pour une deuxième lecture, pour faire des modifications avec des recommandations. Cette lecture, on aimerait être plus sévère que ça, s'il vous plaît. Alors le Parlement est obligé de réexaminer le texte pour l'adopter et le renvoyer au roi. Maintenant, est-ce que le roi donc, est obligé maintenant d'accepter le texte? On a un silence constitutionnel. Dans la Constitution, on n'élabore pas donc, une solution pour ce genre de cas. C'est même après une deuxième lecture, le Parlement adopte la même recommandation, ce n'est pas une obligation. Et le Parlement, il va voter. Mais si le texte ne vous plaît pas, rien ne l'oblige de le ratifier. Et donc, il ne sera pas applicable. Il ne pourra pas entrer en vigueur. Alors là, ça nécessite un débat donc, en sciences politiques, pour les professionnels en droit constitutionnel, pour vous donner plus de réponses là-dessus. À ma connaissance basique en Sciences Po, je ne trouve pas de solution, je connais. Alors, le roi ratifie le texte, ça veut dire il l'approuve. On peut parler aussi de l'approbation. Approbation royale. Une fois approuvé, donc il l'envoie au bulletin officiel pour être publié. Alors, la publication de la loi est essentielle. Donc, si vous vous rappelez, nous avons parlé du principe bien de la base. Nul est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais si la loi n'est pas publiée, comment je le saurai? Comment je peux connaître la loi s'il n'est pas publié? Alors si vous me dites nul, vous êtes censé connaître la loi, ou bien nul n'est censé ignorer la loi, alors il faut me permettre d'accéder à la loi. Alors c'est pourquoi la publication de la loi est impérative. Il faut publier la loi pour avertir les sujets qu'ils sont maintenant assujettis à ce texte-là. Et le bulletin officiel, il est gratuit. Maintenant, c'est plus facile avec la nouvelle technologie. Sur le site du secrétariat du gouvernement, donc on trouve tous les textes de loi. Une fois publié, le bulletin officiel, c'est sur Internet. D'accord? Alors, la publication de la loi ne veut pas toujours dire entrer en vigueur de la loi. Alors normalement, le cas normal, en cas de silence, alors on a dit adoption. Alors, adoption, donc l'initiative, débat, vote.
ratification. Bon, là on parle, tout ça c'est adoption. La ratification par le roi et la publication au bulletin officiel. Si on ne dit rien, la loi entre en vigueur le jour suivant. Elle est appliquée. D'accord? Dès sa publication, donc, elle est applicable. Mais on a des exceptions. La loi elle-même peut prévoir un jour d'entrée en vigueur. On va publier la loi aujourd'hui, en octobre 2019, et on va dire dans la loi que cette loi est applicable à partir du 1er janvier 2020. Elle est publiée, mais elle ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 2020. Là, c'est une possibilité, donc on a retrouvé, donc on l'avait vécu pour le code de la circulation. On l'a publié, je me rappelle bientôt, et il n'est entré en vigueur que 6 mois après. On a dit qu'il aura entré en vigueur à partir de 1er juillet, par exemple, 2000. Je ne me rappelle plus. D'accord? Pourquoi? Parce que on ne peut pas publier un texte et l'appliquer le lendemain dans certains cas. On a adopté la loi qui interdit le commerce, la fabrication, la distribution du plastique, des sacs plastiques. Vous vous rappelez la loi? On avait donc la coupe 21 à adopter, donc à habiliter au Maroc, et on voulait donner exemple d'engagement du Maroc pour la protection de l'environnement. Les sacs plastiques, ils détruisent l'environnement, donc parce que... Alors on a adopté la loi, on l'a publiée, mais attendez, je suis commerçant. Les commerçants, ils ne vont pas suivre la loi. Nous, les juristes, ils ne pouvons pas suivre ce qui se passe donc, en termes de textes juridiques. C'est trop. Il travaille, il se réveille le matin, il ouvre son magasin ou bien son usine de fabrication de plastique et on vient lui dire: ah ben hier, lorsque vous dormez, donc il y avait une loi qui a été publiée qui interdit le plastique. Donc vous êtes en infraction, vous allez en prison. C'est pas logique. On doit donner un délai de grâce, on appelle ainsi, un délai de grâce qui permet à la société, à l'administration de préparer l'entrée en vigueur et l'application de la loi. Donc on a publié le texte et on a donné dans quelques mois, 3 à 5 mois, pour tous les commerçants, les usines, de se conformer à la loi. Maintenant, j'ai un dépôt de plastique, je dois le liquider ou bien le détruire ou bien voir comment. Donc j'ai une commande, donc je dois voir comment faire. Et de me dire, la loi est publiée aujourd'hui, demain, donc vous êtes un criminel parce que vous utilisez le plastique, c'est pas logique. D'accord? Alors c'est pourquoi donc certains textes de loi prévoient l'entrée en vigueur dans une date prédéfinie ou bien après une période. Maintenant, on ne sait pas est-ce que le roi va ratifier directement ou non. Au Parlement, on dit qu'on a besoin de 6 mois pour préparer l'application de cette loi. Parlons par exemple du code de la circulation. On a ajouté de nouvelles infractions. Ne pas activer le signal en changeant de direction. Maintenant, on va être sévèrement sanctionné. Et on va passer de l'amende de 100 dirhams, par exemple, à 350 dirhams. Mais le policier qui va remplir le PV de constatation de l'infraction n'a pas ce reçu de 350 dirhams. Et l'administration se dit qu'il a besoin de 6 mois pour préparer les textes réglementaires par le gouvernement, ainsi que les documents nécessaires pour
ce genre d'infraction. Donc ce qu'il a, c'est qu'il a un reçu d'infraction pour 150 dirhams et un autre pour 300 dirhams. Pour le 350, alors on a besoin de 6 mois. Alors on va publier la loi, on va dire la loi sera applicable 6 mois après sa publication. Parce qu'on n'est pas sûr quand est-ce qu'il sera publié. Donc on va dire 6 mois après sa publication, il entre en vigueur. Il est publié, mais il entre en vigueur après 6 mois de publication. Comme on peut subordonner l'entrée en vigueur de la loi à une condition d'édiction, par exemple, des textes réglementaires. On a adopté la loi 0699 relative à droit de la concurrence et on a dit la loi n'entre en vigueur qu'après la publication des textes réglementaires, ça veut dire des textes d'application. Si on n'a pas de textes d'application, on ne pourra pas appliquer la loi. Donc la loi va attendre jusqu'à l'adoption des textes d'application de cette loi-là. Donc, publication de la loi ne veut pas dire directement entrée en vigueur de la loi. L'entrée en vigueur de la loi peut être subordonnée par la loi même à une condition, donc, ou bien à un délai de grâce, ou bien dans une date ultérieure qui est précisée par la loi. Très bien. Alors, une fois entrée en vigueur, la loi a tendance à s'appliquer d'une façon permanente jusqu'à son abrogation. Et là, on va parler de l'abrogation de la loi. D'accord? Ça veut dire la fin de la loi, l'extinction de la loi. Bien, ce sont cycle. Alors, entrée en vigueur. On a dit que la loi est permanente, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer d'une façon permanente jusqu'à son abrogation. L'abrogation de la loi est le fait, oui, alors il cesse d'être applicable, soit par son remplacement par une autre loi, soit on n'en a plus besoin. D'accord? On avait un tribunal, donc c'est pas spécial, et une loi pour les tribunaux spéciaux, et on a dit maintenant, démocratiquement, pourquoi cette discrimination? Pourquoi un ministre sera jugé devant un tribunal différent des tribunaux où on va juger un fonctionnaire, un professeur? Donc il y avait une loi qui a abrogé la loi, par exemple, des tribunaux spéciaux. C'est juste, purement et simplement, on a annulé cette loi. Mais généralement, l'abrogation, c'est pour remplacer une loi par une autre supposée meilleure. Parce que le cours de l'évolution de l'humanité en général, c'est un cours d'évolution vers le meilleur. Bon, on suppose. Alors, on a exercé, on a vu que la loi sur la circulation n'est pas aussi dissuasive. La dissuasion? Non? Dissuasive? Dissuader? La loi est censée être dissuasive, ça veut dire créer chez le sujet de droit, le justiciable, une conviction qu'il ne doit pas enfreindre la loi. C'est pas qu'il ne doit pas, qu'il n'a pas intérêt à enfreindre la loi. Alors, supposons maintenant, brûler un feu rouge, c'est dangereux. D'accord? Alors, supposons maintenant qu'on vous dit brûler un feu rouge est passible d'une amende de 10 dirhams. Alors, 10 dirhams, c'est dérisoire par rapport à l'infraction. Je suis pressé, je veux dire, si
je rate le train, je dois attendre 1 heure. Alors je cours le risque de brûler un feu rouge au lieu d'attendre 1 heure. Parce que 10 dirhams, c'est pas beaucoup. Donc cette amende, cette sanction n'est pas dissuasive. Il ne va pas me dissuader de... Alors je vais dire, d'accord, je brûle le feu rouge et je paye des dirhams. Normalement, donc, l'être humain, il fait ce calcul, surtout en commerce. Alors on vous dit, donc, c'est pas, donc, si vous utilisez une fraude fiscale, vous êtes passible d'une majoration de 10%. Alors je dis maintenant, je dois payer 50 millions de dirhams d'amende, d'impôts. Je vais essayer de les dissimuler pour ne payer rien. Si je gagne, je vais gagner 50 millions de dirhams. Et si je perds, je vais payer seulement 50 millions de dirhams plus 10%. Alors je vais dire, ah, mais ça vaut la peine de courir le risque. Parce que si je gagne, je serai vraiment... Et si je perds, je ne vais pas perdre grand-chose. Alors là, la règle, elle n'est pas dissuasive. Mais si on vous dit, s'il y a une fraude fiscale, vous serez passible d'un emprisonnement de 5 ans. Alors maintenant, on dit, attendez, si je gagne, d'accord, je vais gagner, mais si je perds, je serai emprisonné pendant 5 ans. Alors là, la sanction, elle est dissuasive. Alors dissuader, ça veut dire empêcher des sujets à penser, ou bien à avoir l'audace, ou bien même le calcul, ou bien de violer la loi, ou bien d'enfreindre la loi. D'accord? On doit créer cette sanction. La règle doit être sévèrement sanctionnée, ou bien proportionnellement sanctionnée à l'infraction, pour ne pas permettre aux gens de choisir de violer la loi. Bon, où est-ce qu'on était? Alors on a évoqué l'exemple pour parler de l'abrogation. C'est ça? Alors l'abrogation de la loi, on a dit que abroger la loi, ça veut dire mettre fin à l'application de la loi. La loi est abrogée soit à travers une nouvelle loi supposée être meilleure. L'amende n'est pas dissuasive, on va augmenter l'amende. La nouvelle sanction est censée être mieux dissuasive pour établir l'ordre. Donc alors le nouveau texte, on l'adopte et en dernier article, on va dire que ce texte, il abroge l'ancien. La nouvelle constitution du royaume de 2011 dispose dans son article dernier qu'il abroge la constitution 96. Donc là, on n'applique plus la constitution de 1996, on applique la constitution de 2011. Et c'est la constitution de 2011 qui a abrogé la constitution de 1996. D'accord? Cette abrogation exprimée dans le texte, on l'appelle l'abrogation express. Retenez, abrogation express. Pourquoi on dit abrogation express? Parce que expressément, de façon exprimée, express, on exprime donc l'abrogation de l'ancien texte. Maintenant, il y a une autre forme d'abrogation qu'on appelle l'abrogation tacite. Je vais l'écrire pour ne pas reproduire. Alors, l'abrogation express et l'abrogation tacite. S'il vous plaît, c'est tacite, c'est pas tactile. Parce que dans un examen, j'ai posé la question l'année passée, donc je posais la question les types d'abrogation, et plusieurs étudiants ont écrit l'abrogation tactile. Il n'y a pas d'abrogation tactile. La tactile, c'est pour les téléphones. Tacite. Alors, tacitement, ça veut dire tacitement. Cherchez le mot au dictionnaire.
d'une façon occulte, d'une façon discrète, d'une façon qui n'est pas solennellement exprimée, mais qui est comprise. Abrogation tacite. Oui? D'accord. Je vais expliquer. Alors maintenant, la Constitution 2011 dispose, dans son dernier article, que cette Constitution abroge, annule et remplace, bien, elle abroge et annule, elle abroge et remplace la Constitution de 1996. Très bien, c'est clair. Donc on ne va pas appliquer la Constitution 96. C'est tout simple. D'accord? Maintenant, on a le DAEL des obligations et des contrats, par exemple. Le DAEL des obligations et des contrats. Il nous dit que les moyens de preuve sont le témoignage, l'écrit, la présomption et l'aveu. D'accord? Alors, on n'a pas parlé par exemple des vidéos, l'écrit, et on a un nouveau texte en matière, je ne sais pas, en matière commerciale ou autre, qui ajoute d'autres éléments, ou bien qui contredisent l'aveu n'est pas accepté pour les crimes privatifs de liberté. Pour les crimes d'enfanticide, donc entre familles, ou bien un homme et sa femme, tout seul à la maison, donc un crime s'est produit, il se peut que l'homme veut dissimuler qui est le criminel. Est-ce que c'est son frère, son papa, sa maman? Alors là, on dit qu'il faut chercher vraiment le vrai criminel. L'aveu doit être écarté. Maintenant, dans le texte général de DOC, l'aveu est un moyen de preuve. Mais dans le texte spécial relatif au droit pénal, là je parle dans l'abstraction, donc ne retenez pas l'exemple, c'est juste pour illustrer. Il vous dit l'aveu n'est pas accepté. Alors maintenant, on a deux textes qui sont contradictoires. Qu'est-ce qu'on applique? L'ancien ou le nouveau? Oui? Alors, logiquement, on va appliquer le nouveau. Alors, est-ce que le nouveau a abrogé l'ancien? Expressément. Il n'a pas dit qu'il l'abroge, mais pratiquement, on ne peut pas appliquer les deux. Donc, on va appliquer le nouveau. Là, on parle d'une abrogation tacite. Donc, tacitement, sans qu'on mentionne que le texte nouveau abroge l'ancien, dès qu'il y a contradiction entre un nouveau texte et un ancien texte, on applique le nouveau. Donc l'ancien est abrogé d'une façon tacite. D'accord? Bon. Alors, je reviens. Alors, je vais donner un exemple juste pour rapprocher. Maintenant, cet exemple comporte une petite anomalie, une petite confusion. C'est un autre cas de figure. Donc, on a un texte général et un texte spécial. On a une règle qui dit que le texte spécial s'applique par rapport au texte général. Le texte général pour les moyens de preuve, c'est le DOC, mais le texte spécial qui est le droit pénal, donc on va appliquer le texte spécial. Et là, ce n'est pas question d'abrogation. L'abrogation tacite, c'est lorsqu'on a donc, des textes qui parlent de la même chose, mais un nouveau qui est applicable et qui est contradictoire à un ancien, qui est toujours applicable. Alors là, on va appliquer le nouveau texte parce que c'est le nouveau texte qui... Donc, je donne un exemple. La concurrence déloyale. Elle est mentionnée dans le DAEL des obligations et des contrats qui date de 1913. Et il la considère comme étant une infraction
droit privé, droit civil, et il est mentionné dans la loi 1797, adoptée en 1997, relative à la propriété industrielle et commerciale. Alors maintenant, lequel va-t-on appliquer? Les règles de la concurrence déloyale selon le droit des obligations et des contrats, ou bien les dispositions de la loi sur la propriété industrielle et commerciale. Plus concret, les litiges relatifs au droit des obligations et des contrats du DOC. Alors la compétence, c'est le tribunal de droit commun, le tribunal de première instance. Mais les règles de compétence en matière de la propriété industrielle et commerciale, c'est le tribunal commercial. Maintenant, en ce qui concerne la concurrence déloyale, est-ce qu'on doit aller au tribunal commercial ou bien au tribunal civil? Au tribunal commercial, parce que la nouvelle loi, elle a abrogé tacitement l'ancienne loi, parce qu'ils sont contradictoires. Là, la loi sur la propriété industrielle et commerciale est dans l'exclusivité des traitements aux tribunaux commerciaux pour les litiges qui relèvent de la propriété industrielle et commerciale. Et la propriété industrielle et commerciale, le droit de la propriété industrielle et commerciale mentionne la concurrence déloyale comme objet de cette loi. Donc on va appliquer cette loi-là. On n'a pas dit qu'il abroge l'article 84, si je me rappelle bien, 25, qui parle de la concurrence déloyale au DOC. Il est tacitement inapplicable, parce qu'on ne va pas revenir aux tribunaux commerciaux. D'accord? Alors c'est ce qu'on appelle l'abrogation tacite. Ça veut dire qu'on n'a pas abrogé le texte, mais on ne peut pas l'appliquer parce qu'on a un nouveau texte qui est contradictoire, qui est contraire à ce contraire. D'accord? Oui? Très bien. Un troisième type d'abrogation. Oui? Qui est l'abrogation par désiétude. Désuétude. Alors, c'est pas proprement dit une abrogation, mais une non-application. Pour rester un peu précis dans l'utilisation du terme, c'est une non-application d'un texte qui existe et qui est toujours en vigueur, mais on cesse de l'appliquer. Les autorités, parce qu'on a dit le propre de la règle de droit, c'est la sanction. Si on ne sanctionne pas l'inapplication de la loi, elle perd de sa valeur, elle perd de son caractère obligatoire. Maintenant, on a l'exemple de la loi sur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Vous connaissez cette loi? Vous avez entendu parler, mais elle n'est pas applicable. On a une loi, mais maintenant on compte sur la bonne volonté des administrations, ou bien des décisions, ou bien les manifestations des concernés pour l'appliquer. Donc s'il y a quelqu'un, vous pouvez aller à une municipalité, vous pouvez trouver un fonctionnaire au sein de son bureau qui fume. Normalement, la loi, elle interdit. On a une loi qui est en vigueur, qui est obligatoire, qui est applicable, qui interdit de fumer dans les lieux publics. Mais elle est désuète. Ça veut dire, elle n'est pas assortie de procédures, de contraintes publiques et de recours à la force publique pour l'appliquer. Elle est là, mais on ne l'applique pas. Mais un jour, on peut se réveiller et on dire, ah, attendez, donc c'est interdit de fumer, donc voici la loi, et on vous interpelle pour être sanctionné. Donc je donne souvent un autre exemple qui est la loi sur l'interdiction de la vente de l'alcool aux non-musulmans. Alors au Maroc, je ne sais pas si vous le savez ou non, il est interdit de vendre de l'alcool.
vous laisse faire la comparaison entre la loi et la réalité. Donc, mais dans les marchés, on trouve de l'alcool. Alors, la vente de l'alcool au Maroc, dans le texte, elle est conditionnée par cette condition que, jusqu'à présent, lorsqu'on vous donne l'autorisation de vendre de l'alcool, dans le texte, on vous dit qu'aux non-musulmans, ça veut dire que vous êtes interdit de vendre de l'alcool aux musulmans. Mais combien de non-musulmans on a? Alors on disait que toujours un autre exemple de l'abrogation par des études, c'est ce fameux exemple de l'interdiction de la vente de la loi. On a une loi qui organise la vente de l'alcool au Maroc. Et l'autorisation octroyée pour tous les vendeurs de l'alcool au Maroc, c'est pour les non-musulmans. Mais dans la pratique des choses, donc c'est que les musulmans qui consomment. Mais à n'importe quel moment, on peut venir, on veut dire, ah, vous avez une autorisation, vous avez vendu de l'alcool à ce monsieur-là, il est musulman. Donc vous êtes en infraction de la loi. Parce que la loi, elle est claire. Donc le daher et l'autorisation qu'on octroie, c'est pour les non-musulmans. Donc on peut l'appliquer à n'importe quel moment. Alors la loi, elle tombe en désuétude s'il cesse d'être appliqué ou bien que les autorités publiques cessent de recourir à la force et à la contrainte pour sa mise en œuvre. Mais ce n'est pas juridiquement une abrogation, parce qu'à n'importe quel moment, si les conditions se présentent, les autorités publiques peuvent aller à l'application de la loi. Je me rappelle un exemple, à Fès, il y avait un petit problème entre le maire de Fès et certains commerces, donc les nice clubs et les bars de Fès, et il a dit, donc voilà, vous ne voulez pas vous mettre d'accord, alors on va appliquer la loi de l'interdiction de la vente de l'alcool aux non-musulmans, et il a recommandé à la force publique d'aller fermer les bars parce qu'ils vendent de l'alcool aux musulmans. Bon, alors, d'accord, les trois sortes d'abrogation, l'abrogation express, l'abrogation tacite et l'abrogation par des juges. Ça serait objet de l'examen. Donc souvent on pose une question, soit dans la session normale. Alors, donc là on a trois sortes d'abrogation de la loi. Donc l'abrogation express, tacite, par des études. Alors, passons maintenant à parler du caractère général, donc de la force obligatoire de la loi. Vous savez, c'est un petit paragraphe qui parle de la force obligatoire de la loi. Est-ce que toute loi est obligatoire? Est-ce que toute loi est impérative? Et là, on parle de la force variable de la loi. Et on distingue généralement entre deux grandes catégories de règles de droit. On parle des règles supplétives et de règles impératives. Ça veut dire qu'il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de dérogation. Dérogation, ça veut dire exception. Une dérogation. C'est OK pour le processus? Alors, une dérogation, ça veut dire une exception. Alors, déroger à une règle, ça veut dire être exonéré, excepté
quant à l'application de cette règle. Une année de dérogation, ça veut dire une année exceptionnelle où on vous permet d'être aussi inscrit à la fac alors que vous n'avez plus droit. D'accord? On l'entend dire pour les inscriptions au doctorat, donc l'année dérogatoire, bien de dérogation. Alors, les règles impératives sont des règles où il y a des ordres, ou bien on les appelle aussi les règles d'ordre public. Ce sont des règles auxquelles on ne peut déroger. On ne peut pas. On ne peut déroger, ça veut dire on ne peut pas déroger à ces règles. Ça veut dire il faut les exécuter. S'arrêter au feu rouge, il n'y a pas de dérogation. Il faut payer, non, je ne sais pas. Donc, alors, là, les partis ne peuvent pas se permettre de contredire la loi. La loi oblige de tenir une comptabilité pour un commerçant, donc il n'y a pas de dérogation. On ne peut pas se mettre d'accord que nous allons constituer une société et ne pas faire la comptabilité. Parce que la comptabilité, ça ne concerne pas seulement les associés, ce n'est pas seulement un moyen de bonne gestion, mais c'est aussi un document financier qui permet aussi de connaître les impôts à payer. Combien vous avez réalisé de bénéfices. Donc, sur une règle d'ordre public, tenir une comptabilité pour un commerçant est une obligation à laquelle on ne peut pas déroger. On l'appelle donc une règle impérative. Il faut impérativement l'appliquer. Les règles supplétives, ce sont des règles de proposition, d'inspiration. Donc, retenons aussi l'exemple en droit commercial, par exemple, donc en gestion. On vous recommande deux façons de gérer. Vous pouvez gérer à travers un conseil d'administration et un président directeur général, ou bien à travers un directoire et un conseil de surveillance. Alors là, la règle n'est pas obligatoire. On vous propose, on vous dit, vous avez une salle et on vous propose de choisir un gérant pour 3 ans. Alors 3 ans, c'est une proposition. Vous pouvez décider de le choisir pour 5 ans. D'accord? Alors là, la volonté des parties au contrat société, par exemple, la volonté peut suppléer à la proposition de la loi. La loi a dit 3 ans, mais nous avons confiance en cet homme et nous voulons le recruter pour 5 ans. Alors ça serait 5 ans. Donc la volonté des associés va suppléer, ça veut dire va remplacer la volonté du législateur. Et c'est pourquoi on parle de règles supplétives. Ça veut dire qu'ils peuvent être suppléés, remplacés par le consentement et l'accord des parties. Les lois supplétives. Alors comment on peut distinguer entre les lois impératives, bien les règles impératives et les règles supplétives? C'est à travers la formulation et les effets. Pour la formulation d'une loi impérative, on a le commerçant doit tenir une comptabilité, c'est une obligation. Mais pour la règle supplétive, la SAR peut nommer un commissaire aux comptes. Lorsqu'on dit peut, ça veut dire que vous pouvez ne pas. Mais lorsque je vous dis vous devez, donc vous n'avez pas le droit de ne pas faire. D'accord? Alors, à travers la formule et à travers les effets, le commerçant doit tenir une comptabilité et on va trouver dans les sanctions que celui qui ne respecte pas l'article tel et tel et tel est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1000 à 10 000 dirhams. Mais lorsque je vous dis la SAR peut nommer un commissaire aux comptes, désigner un commissaire aux comptes, on n'a pas de sanction. Ça ne produit pas d'effet sanctionnateur au moins. D'accord? Alors et là, on peut distinguer entre 2 grandes catégories. Donc selon la force obligatoire de la règle de loi, on a des règles impératives et on a des règles supplétives. Et on explique davantage que c'est dans le cadre
de ce quatrième caractère de la règle de droit, de la finalité. Parce que quelle est la finalité de la règle de la loi, de la règle de droit? On a dit c'est le maintien et l'établissement d'un ordre social. Alors l'établissement d'un ordre social ne se contente pas d'interdire et de punir. Il s'agit aussi d'accompagner et d'inspirer des solutions. Alors la loi n'est pas seulement celle classiquement connue de la loi pénale, la loi de l'interdiction. Non, on a besoin d'une loi d'inspiration, surtout avec les nouvelles branches de droit. Lorsque je parle de nouvelles branches de droit, une petite parenthèse. Alors on avait fait la classification droit civil, droit pénal. D'accord? Non. Droit public, droit privé. Cette classification, c'est dans le cadre du droit germano-romanique. En droit anglo-saxon, en droit dans le common law, il n'y a pas de distinction privé-public. On a une unité de droit. C'est pourquoi on l'appelle le common law. Vous connaissez? Opposé au civil law. Alors ce sont deux familles, deux philosophies différentes. En Occident, y compris en l'occurrence la France, ils sont issus de cette philosophie de l'État moderne. Il y avait un État, c'est une histoire, et on a distingué entre l'intérêt public et l'intérêt privé, donc entre les personnes publiques et les personnes privées, donc on a un droit public et un droit privé, et on a des règles différentes. Vous avez pris ma voiture, donc vous devez me rendre ma voiture. Non, vous l'avez cassée, donc vous devez payer. Vous n'avez pas d'argent, on va faire la saisie sur votre maison. Vous n'avez pas de maison, on va vous envoyer en prison. D'accord? Parce que vous me devez de l'argent. Vous me devez de l'argent, vous ne voulez pas payer, on va confisquer vos biens. Mais l'État me doit de l'argent. Je dois de l'argent à l'État. Est-ce que j'ai le droit de confisquer les biens de l'État? Ben non. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer le chef du gouvernement en prison parce qu'il n'a pas payé le salaire? Ben non. Parce qu'on dit que c'est une personne publique et on a des règles différentes en droit public. Parce que l'intérêt général nécessite la continuité, donc on ne peut pas bloquer l'intérêt général pour un intérêt privé. Mais entre privés, d'accord. Oui? Alors, ça c'est la conception générale du droit germano-romanique, donc il y en a plusieurs autres règles. En common law, non. On veut dire, mais c'est tout le monde est pareil. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, donc c'est le common law, il n'y a pas d'intérêt public et privé, il y a quelques exceptions, mais généralement on a le même droit. L'État doit honorer ses engagements, les personnes doivent honorer leurs engagements. Donc on a les mêmes règles, on n'a pas de distinction entre droit public et droit privé. Donc on a créé même une nouvelle catégorie que j'appelle le droit du marché. Parce que les États-Unis, c'est un marché. Avant d'être un État, c'est d'abord un marché autour duquel il y avait des chasseurs de prix, des gens qui cherchent des bénéfices, donc des gens qui sont venus de l'Angleterre, de l'Irlande, qui ont ramené après des esclaves de l'Afrique, qui sont venus du Portugal, de l'Espagne, et qui ont colonisé ce nouveau continent pour avoir de la richesse. Et après, ils se sont combattus entre clans, entre eux, autour de ces richesses. Donc c'était un marché autour duquel on a constitué une société. Donc ce n'était pas une société comme c'est le cas en France, des dynasties ou bien des monarchies après. Donc le capitalisme, ou bien disons que les États-Unis est résultat du capitalisme. Et le capitalisme était axé sur le marché. Donc on était allé à la conquête ou bien de la matière première pour s'approvisionner. Donc c'était donc une confrontation autour d'un marché. Et toutes les lois
était gouverné par cette logique de marché. Maintenant, la mondialisation, c'est la généralisation de cette philosophie du marché. Et on parle de droit du marché, on parle de droit public ou de droit privé. Lorsqu'on parle du droit de la concurrence, ou bien du droit de la consommation, ou bien du droit de la propriété industrielle ou commerciale, ou bien du droit de télécommunication, ce sont des droits des marchés. Ils organisent un marché sectoriel. Le droit du marché boursier, c'est un droit qui organise un marché boursier. Ce n'est pas un droit qui organise l'intérêt public de l'État, ni l'intérêt privé des acteurs du marché. Mais c'est un droit qui organise le marché. Il peut obliger l'État de ne pas déprécier sa monnaie, comme il peut l'obliger de ne pas la valoriser. Donc l'État devient un acteur dans ce marché, et non pas l'État-providence. Il peut obliger les sociétés, interdire les sociétés de se mettre d'accord. Alors que dans le droit civil, il y a l'autonomie de la volonté. Je veux vendre, vous voulez acheter, alors je vous vends. Parce que c'est moi le Dieu, et c'est moi qui fais la règle, l'humanisme. Humanisme, libéralisme, vous vous rappelez notre première séance. D'accord? Alors je veux vendre, il veut acheter, l'État ne doit pas intervenir. Mais dans le droit du marché, non. Le marché n'a pas intérêt que vous lui vendez. Pourquoi? Parce que si vous achetez, si Maroc Télécom achète Orange au Maroc, supposons, alors Maroc Télécom veut acheter une société. Orange veut vendre ses actions. Maroc Télécom décide d'acheter les actions de Orange. Il y a accord de volonté. Dans l'esprit du droit civil, oui. Mais dans l'esprit du droit du marché, non. Parce qu'on va créer un monopole. Et le marché n'accepte pas le monopole. Les règles du marché international, c'est la concurrence. Il faut créer un marché concurrentiel. Donc votre volonté va à l'encontre de l'intérêt du marché. Il est de l'intérêt du marché qu'il soit concurrentiel, parce que c'est la concurrence qui va pousser à améliorer la qualité et à réduire le prix, ce qui va favoriser la consommation, et c'est comme ça qu'on va faire jouer le rôle du capitalisme, du néolibéral. Alors s'il y a un monopole, donc, vous n'allez pas améliorer la qualité, vous allez augmenter le profit et vous allez vendre plus cher en réduisant la qualité et en augmentant le prix, parce que vous êtes monopolistique et les gens n'ont pas d'autre solution, et ça va donc impacter l'évolution du marché. Donc c'est interdit. On ne vous permet pas d'acheter une société et se trouver. Alors là, la volonté dans l'esprit du droit civil, donc, elle est anéantie à zéro, parce qu'on est dans une nouvelle approche qui est le droit du marché. Bon, revenons. On était en train de repenser notre classification qu'on avait donnée. Ce n'est pas un Coran, ce n'est pas un texte sacré. Ce qu'on vous donne, c'est un résultat d'une pratique. Donc, il faut toujours sortir de la boîte pour pouvoir la critiquer. Alors, je vous ai donné au cours donc droit public, droit privé. Ça, c'est un choix. Il y a d'autres régimes politiques où il n'y a pas de classification droit public, droit privé, le droit. Alors, cette classification, on l'a axée sur deux éléments, l'intérêt public et l'intérêt privé, la personne publique et la personne privée. Donc, l'intérêt des personnes privées, c'est le droit privé, mais on a maintenant un troisième élément qui existe, qu'on a emprunté de la mondialisation, c'est le marché. Donc il y a l'intérêt privé, l'intérêt du marché et l'intérêt public. Donc on a besoin d'une nouvelle branche de droit, ou bien d'une nouvelle classification, les branches de droit privé, les branches de droit public et les branches de droit de marché. Bon, sur le droit de la concurrence, pour moi, il n'est ni privé ni public. La propriété industrielle et commerciale, ce n'est ni un droit privé ni un droit public, c'est un droit du marché. D'accord? Bon, juste pour... revenons. Alors, la force obligatoire de la règle de droit. Il y a des règles impératives et des règles supplitives. Donc, on en parlait donc que
suppléer. Donc la loi n'a pas seulement pour mission d'interdire ou de permettre, il a maintenant un rôle d'inspirer, d'accompagner, de proposer. Parce que le marché n'est pas la société. Le marché a axé sur la production et la promotion. Donc, les acteurs du marché n'ont pas besoin de leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, mais aussi de les encourager qu'est-ce qu'ils doivent faire, de leur proposer quelles sont les bonnes méthodes à suivre. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, en droit commercial, le semestre prochain, vous allez étudier la gestion en cours de droit. En étudiant le droit de la société, on va vous dire voici les bonnes manières de gérer. Et les règles de gestion seront des règles de droit. On va vous proposer de gérer selon plusieurs manières. Donc les modes classiques et modernes. La gestion classique, conseil d'administration et président directeur général, et comment on le fait. Et gestion moderne, directoire et conseil de surveillance, et comment on peut gérer ainsi. Alors les règles de gestion sont normalement à étudier en économie, mais maintenant le droit, le nouveau droit économique, il cherche à inspirer. Et les règles ne sont pas seulement pour interdire et pour punir, mais aussi pour accompagner, pour inspirer des solutions, parce que le marché a besoin d'évolution, de promotion, de productivité, et on aimerait accompagner les entreprises pour le faire. D'accord? Bon. J'aimerais avoir de vos questions et débattre un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, avant de passer à autre chose.